Vas-y, on va partir sur le premier sujet alors. Du coup, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a choisi 2 sujets, 2 débats. On va pas faire de points sur les infos, etc. Parce que c'est un peu redondant pour vous, vous allez juste écouter, c'est naze. Du coup, on va faire 2 sujets. On va faire le meilleur 11 possible de José Mourinho, l'entraîneur portugais. Il y aura quelques critères, donc il faut avoir minimum un joueur de chaque club où il est passé, à l'exception de ses 2 premiers clubs, parce qu'il n'a pas été très marquant là-bas, donc Benfica et Leiria, et de son dernier club Tottenham, parce que ça fait pas assez longtemps qu'il est là. Il est encore en poste, etc. Il a pas eu le temps vraiment de... Voilà, donc de Porto à Manchester United, tout simplement. Ça fait 6 clubs, sachant qu'il est passé 2 fois à Chelsea. Voilà, il y a Et 2 périodes Chelsea. À chaque fois, on va choisir des joueurs différents. Donc Chelsea, 2 périodes, ça compte pour 2 clubs. Voilà, exact. Et ensuite, voilà, il faut 3 joueurs par club maximum. Voilà, et un joueur de chaque club. Du coup, je pense qu'on va commencer. Je sais pas, Angus, si tu veux commencer par donner ton 11. Et après, on va débattre un peu chacun, voir les différences de 11 et s'il y en a qui veulent le proposer. Adriano PES6, si tu veux savoir. Donc voilà, moi je vais commencer par mon 11. Donc comme j'ai dit, il faut un joueur par club à chaque fois. Minimum. Donc je vais commencer avec le gardien. Donc là, il fallait un joueur de Manchester United. Donc tout simplement, je choisis David De Gea parce que je pense que dans ce format-là, c'est le meilleur choix possible. Parce que sinon, il fallait mettre un joueur de champ de Manchester et il n'y en a aucun qui était au niveau des autres joueurs de mon équipe. Bon, après, le seul qui aurait peut-être pu avoir une place, je pense, c'est Pogba. Ouais, Pogba, mais... C'était vraiment bon l'époque où il y avait Mourinho, mais après... Je suis d'accord, mais les autres milieux sont à un niveau au-dessus pour moi. Ils ont bien plus apporté aux équipes de Mourinho. Donc voilà, je choisis De Gea, même si en soi, je préfère... je pense que Petr Cech, de la première période de Mourinho à Chelsea, le Petr Cech, avant qu'il ait le casque, était au-dessus... Avant qu'il ait que le casque. Oui, parce il y a 2 Petr Cech pour moi. Était au-dessus de De Gea, bien sûr, mais De Gea, la saison 2017-2018... Pour moi, c'est un monstre et c'est sa meilleure période d'ailleurs. Je crois j'avais des stats un peu sur sa saison 2017-2018. Vas-y, je te laisse nous dire. Mais cette année-là, il fait 2016-2017. Déjà, il fait l'équipe de l'année en première ligue. C'est le seul joueur de l'équipe alors que l'équipe a fini 6ème du championnat. Ouais, c'était le seul joueur de Manchester qui était de classe mondiale à ce moment-là. En 2017-2018, il fait le record d'arrêts dans un match de première ligue. Il fait 14 arrêts dans le match. Ouais. Contre Arsenal en plus, c'était pas contre n'importe quelle équipe. Il fait encore équipe de l'année. Il fait 18 clean sheets. C'est ce qui lui rapporte le Golden Glove. C'est celui qui fait le plus de clean sheets. Un clean sheet, pour que ça ne le savent pas, c'est quand tu prends pas de but pendant un match. Et il faut dire aussi que l'état de la défense de Manchester, c'était pas la meilleure défense qu'on ait vue. Il y avait Smalling. Blind jouait pas trop là avec sous Mourinho. Bailly qui était souvent blessé. Shaw qui avait du mal. Valencia qui à l'époque de Mourinho était bon. J'aurais pu le mettre aussi vu le format, mais niveau défense droit j'avais mieux. Et voilà, c'était assez compliqué. Donc pour moi, De Gea c'est totalement mérité. Il a tenu le club à bout de bras sous la période Mourinho. Et je pense qu'en 2017-2018, jamais Manchester finit 2ème sans De Gea. Exact. Donc là on est d'accord, on a eu le même gardien tous les deux. Toi aussi t'as aimé ça? Ouais, j'ai aimé ça parce que dans le format qu'on avait, c'était soit lui soit Pogba pour moi, et Pogba ça prenait la place d'un très bon milieu. Alors j'ai dit autant mettre De Gea parce que c'était pas honteux de le mettre. Comparé aux autres gardiens qu'il y a eu comme Sech, Julio César, même Casillas et tout, c'était l'un des meilleurs gardiens qu'il y a eu. Donc pour moi, je préfère mettre ça. Au début, j'avais mis Pogba pour une première fois. Puis après, j'ai recommencé, je peux pas mettre Pogba, ça enlève vraiment. Surtout qu'au milieu, il a eu des très bons joueurs, donc j'ai mis ça. Je te laisse passer à la défense. Ouais, donc je commence par le défenseur droit. Là, j'ai mis Maicon, donc le Brésilien de l'Inter. On a le même. Et je suis d'accord, il n'y a pas de débat pour moi. Saison 2009-2010, c'est le meilleur arrière droit au monde. Il est incroyable tout simplement, autant offensivement, défensivement, il fait du boulot. C'est là où il fait les meilleures saisons de sa carrière. Ah oui, tout simplement. J'ai regardé, j'ai eu quelques stats aussi, je crois il fait équipe de l'année UEFA et FIFA en 2008, 2009 et 2009-2010. Sambador en 2010, donc meilleur joueur brésilien de l'année 2010. Ouais. Donc vraiment c'est là où il a été le plus marquant dans sa carrière, c'est sous Mourinho à l'Inter. Ah oui. Et de toute façon en défenseur droit, il y a pas. Non, il n'y avait pas beaucoup de choix. C'était qui jouait à droite à l'époque où Mourinho était au Real? C'était Icarra encore. Je crois que c'était Arbeloa. Ouais, donc Arbeloa. C'était Arbeloa, donc c'était pas, incroyable. À Porto, t'as Nuno Valente. C'était pas mauvais, mais bon, c'est pas. Mais limite, le deuxième meilleur arrière droit de Mourinho, c'est. Je sais pas si c'est pas Valencia, parce que voilà, Valencia était bon, mais. Si, parce qu'après, au deuxième passage à Chelsea, il se tape. C'est Azpilicueta à droite. Il joue à gauche aussi. Il joue partout, il joue en centrale, à droite, à gauche. C'était Ivanovic aussi. Ivanovic joue à droite. Ouais, c'est vrai, il y a encore Ivanovic. Mais Ivanovic, voilà, c'est un défenseur droit très défensif. Non, mais pour moi, il n'y a pas de débat, et je pense qu'Antoine en est d'accord. Ouais, j'ai mis pareil. Maicon.
Donc là, on va passer à la défense centrale. Je pense que là aussi on est d'accord. Donc là, on a un joueur de United, un joueur d'Inter pour l'instant pour les deux joueurs déjà. Et en défense centrale, donc je vais partir avec un joueur de Chelsea, le premier. Et là, je parle de la première période Chelsea, parce que pour moi, c'était là où il était le meilleur. C'est John Terry, sans surprise. Le capitaine, un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire de la première ligue. John Terry, pour moi, Lucien, tais-toi, s'il te plaît. John Terry, pour moi, c'est le meilleur défenseur central que Chelsea ait jamais eu, tout simplement. Et avec Ferdinand, en équipe d'Angleterre, c'était les deux meilleurs aussi. Non, je pense qu'on est d'accord sur ça. J'ai mis pareil, Voilà. j'ai mis Terry. Donc il n'y a pas de débat. De toute façon, quand j'ai pensé 11 de Mourinho, j'avais plusieurs joueurs qui me sont venus en tête directement. Il y avait John Terry. Ouais. Pour moi, je pouvais pas l'enlever. Et en plus, il faut dire que aussi les saisons 2000, je crois que c'est 2004-2005, Chelsea sur tout le championnat, ils encaissent que 15 buts. Donc 15 buts en 38 matchs, c'est n'importe quoi tout simplement. Ça n'a jamais été refait d'ailleurs dans l'histoire de la première ligue. Et mais je crois que la saison 2004-2005, ils font le plus grand nombre de clean sheets de l'histoire de la première ligue. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, 15 buts en 38 matchs. Ils ont encaissé 15 buts. Et cette année-là, il fait meilleur défenseur de Champions League. Il est élu. Il est aussi dans le 11 de l'année de la FIFA. Donc c'est. Ouais. Donc vraiment, ce passage-là, c'était plutôt. On y vient, Andreas. Et là, on va parler Un Carvalho, ouais. En second défenseur central. On arrive. De Carvalho. Donc là, pour les critères de l'équipe, j'ai choisi en tout cas de le mettre à Porto, de prendre le Carvalho Porto 2004 qui gagne la Ligue des Champions. Voilà. D'ailleurs, c'est un des joueurs qui sera dans les bagages de Mourinho pour aller à Chelsea. Mourinho l'aura encore au Real Madrid aussi. Donc voilà. Partout, ouais. En plus, bon, la paire John Terry, certes, ils ont joué ensemble à Chelsea, c'était incroyable. Donc voilà, là je prends Carvalho à Porto, c'est pour les critères de l'équipe. Ouais, on aurait pu le prendre à Chelsea aussi, mais ça fait de la place, ça te prend un joueur de Porto, donc t'as plus besoin de mettre un joueur de Porto. Si tu veux pas en mettre d'autres, et ça te laisse de la place pour un joueur de Chelsea en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Et ouais, mais du coup, ouais, on a la même, du coup pour l'instant on a les 4 mêmes joueurs. Là pour l'instant, une défense très solide. Ensuite, en défenseur gauche. Ah, je tiens à dire avant qu'on savait pas le 11 qu'avait l'autre. Hein. Oui, voilà. Chacun de nos côtés. C'est important. Ouais. On était pas au courant, on s'est pas consulté rien. Donc. Et en défenseur gauche, j'ai Marcelo, moi. J'ai pareil. Donc voilà, pour moi, il n'a pas eu de défenseur gauche très marquant. Il y a eu Ashley Cole qui arrive lors de sa deuxième saison à Chelsea, je crois. Il a qu'une saison, je crois qu'il a qu'une saison à Chelsea. Il a qu'une saison, c'est ça. Et après, bon, à United, c'est même pas la peine. À l'Inter, c'était Chivou. C'était Chivou, le Roumain, c'était le maillon faible de l'équipe, tout simplement. Et donc voilà, il y a Marcelo qui joue, je crois, 36 matchs de championnat avec lui. Ouais, Marcelo aussi. Lors de la saison 2011-2012, je parle, qui est pour moi la meilleure saison de la carrière de Mourinho. Enfin, après celle de l'Inter, bien sûr, mais qui est devant celle de Chelsea. Pour moi, voilà, il atteint les 100 points en Liga et l'équipe est incroyable. Après, Marcelo, c'est vraiment à ce moment-là qu'il explose quand il a. Ouais, c'est la première fois qu'il explose. Pour la première fois, il fait équipe type de la Liga. En 2011, il fait équipe type de l'UEFA la même année. Et en 2012, il est dans le 11 de la FIFA. Donc, c'est à ce moment-là qu'il explose et tout. Donc, après, c'était l'un des postes où il y avait vraiment peut-être le moins de débat vu qu'il n'avait pas eu trop de qualité à ce poste-là. Enfin, trop de qualité, on s'entend. Il y a eu des bons joueurs, mais il n'y a pas eu de très exceptionnels qui marquent vraiment. Donc, Marcelo. Donc, c'est pas ça. Donc là, pour l'instant, on a un joueur de 5 différents clubs. Il nous manque le Chelsea de 2013-2015. Ouais. Donc ensuite, passer par les deux milieux. Enfin, les deux milieux centraux, les 8. Donc je vais prendre Xabi Alonso. Bon, il jouait 6 à l'époque. Mais là, je pars dans un 4-3-3 offensif avec un milieu offensif. Donc là, je prends Xabi Alonso pour le Real Madrid. La saison 2011-2012, pareil que Marcelo. Il est absolument incroyable. C'est le taulier. En milieu défensif, pour Mourinho, il y avait d'autres choix. Je pense à Makelele notamment, Zanetti, Cambiasso. Mais Pogba, c'est du pouce pour mettre un joueur de United. Ouais, mais je préférais mettre Xabi Alonso pour les conditions de l'équipe, ça passait mieux en plus. Et c'est un joueur que j'ai adoré, le basque. Et donc, je choisis de le mettre. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Non, j'ai mis pareil, j'ai mis Xabi Alonso. Donc, ouais, j'avais le choix aussi avec Cambiasso, j'hésitais. Le problème, c'est que j'avais déjà mes 3 joueurs de l'Inter que je voulais mettre, donc je pouvais pas mettre Cambiasso en plus. Ouais, et après, pareil. c'était pratiquement la seule chose que je pouvais mettre, quoi. Cambiasso ou Makelele un peu. Mais pareil, je crois que j'avais combien de joueurs de Chelsea. Je sais pas, non, j'ai préféré mettre Xabi Alonso parce que c'est la classe quand même, Xabi Alonso. Voilà. Saison qu'il fait, quand il part de Liverpool, qu'il arrive au Real et tout. Ouais, je suis d'accord. Après, là, je pense que sur le deuxième, il n'y aura pas trop de débat. Deuxième, je pense que tout le monde l'aurait dans son équipe. C'est Frank Lampard.
Donc le taulier de Chelsea, un des meilleurs milieux anglais de l'histoire. Voilà, Frank Lampard, il n'y a rien à dire dessus, tout le monde le connaît. Comme Terry, il est présent aux 2 passages de Mourinho à Chelsea, d'ailleurs. Et voilà, ça c'est important aussi. On l'a mis sur le premier, moi je l'ai mis sur le premier passage. Pareil, je l'ai mis sur le premier passage parce qu'il fait une saison en plus incroyable. Il est stratosphérique à ce moment. Il fait 2ème du Ballon d'Or en 2005, 2ème pour le joueur de l'année FIFA, etc. Ouais, c'est incroyable ce qu'il fait. Et vraiment, c'est une de ses meilleures périodes de sa carrière. Ouais, exactement. Donc voilà, Frank Lampard. Non, moi vraiment, quand je pensais à Mourinho, j'ai Lampard directement. Avec Chelsea avec Lampard et Terry, c'est vraiment les 2 premiers joueurs qui me viennent. De toute façon, s'il faut choisir des joueurs de Chelsea sur les 15 dernières années, on est obligé de mettre Lampard, tout simplement. C'est avec il y a eu un débat avec Terry et Sedge. Ouais. Mais pour moi, c'est les plus grands joueurs de Chelsea sur le siècle, sur les 20 années du siècle. Parce que Chelsea, c'est un club qui s'est construit à partir de 2003, 2004. 2003-2004. Avec Abramovich qui arrive. De toute façon, c'est à l'arrivée de Mourinho que Chelsea passe un cap. Mourinho avait été choisi pour ça. Et je trouve que c'est leur premier titre depuis des années, lors de la saison 2004-2005 sous Mourinho. Oui, je crois que c'est la première année qu'il remporte depuis, je crois, plus de 50 ans, un truc du genre, quand il revient. Ouais, c'est ça. Quand il vient. Donc, il n'y a pas trop de débat. Ça. En milieu offensif, du coup, là encore, un joueur de l'Inter Milan, donc Schneider. J'ai pareil encore. Voilà, je crois qu'on va avoir la même équipe. sans se concerter, il faut le dire encore. Ouais, Schneider, donc le numéro 10, le maître à jouer de l'Inter Milan, qui fait une saison en 2009-2010 exceptionnelle. Il finit 4ème au Ballon d'Or, mais je pense qu'on est beaucoup à s'accorder sur le fait que c'est un vol. Il fait finale de Coupe du Monde aussi. Il fait triplé et finale de Coupe du Monde, tout simplement, et il finit 4ème. Il y en a qui ont le Ballon d'Or pour nous. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Wesley Schneider, incroyable. J'ai hésité un peu avec Deco, mais parce que Deco, il a fait Porto et Chelsea aussi. Mais Schneider, quand même, la saison. Le problème, c'est que l'Inter de Mourinho, c'est l'équipe la plus marquante pour moi de Mourinho. Donc, oui, pareil. Forcément, je voulais mettre 3 joueurs de cette équipe, parce qu'il y avait 3 joueurs. 3 joueurs qu'on pouvait mettre. Donc, franchement, Schneider, le nom qui me revient, etc., c'est aussi une des meilleures périodes de sa carrière. Pareil, j'avais pensé à Deco, mais pour les critères seulement, parce que Deco, pour moi, il est loin du niveau des autres milieux qu'on a mis. Bon, loin, je dirais pas quand même jusqu'à là. Quand même, pour moi, le Schneider de 2009-2010 ou Lampard, je suis d'accord, Alonso, il y a vraiment une classe d'écart. Alors après, c'est pas le même poste. Si tu le mets en 10, le seul qui débat Lampard, c'est Schneider et Lampard pour Ozil. Ozil. Lampard pour Ozil. Ouais, Ozil, je crois qu'il fait 17 passes D en 2011-2012, Ozil. Donc Ozil, j'y avais pensé aussi. Moi, il était dans ma liste. J'avais fait une liste de quelques joueurs que j'avais Ozil. Mais pour moi, Schneider était indéboulonnable. C'était un des premiers joueurs auxquels j'ai pensé quand je pense à l'Inter Milan 2009-2010. Je pense à 2 joueurs en particulier. Donc voilà, le deuxième, j'en parlerai après. Donc on va continuer. Ouais, vas-y. On commence par l'attaque à gauche. On n'a pas la même compo parce que toi t'as un 4-3-3 et moi je suis parti sur un 4-2-2-2 plutôt. Ah ouais, ok. Mais on a les mêmes joueurs en fait. On vient de voir on a les mêmes joueurs. Moi j'ai choisi un 4-3-3. Au début j'ai hésité avec un 4-2-2-2 et Mourinho a souvent joué en 4-3-3, donc je me suis dit on va faire ça. Ouais, donc vas-y, commence avec ton milieu droit. Mais là je vais tuer le suspense, je vais te dire Cristiano Ronaldo, mais on est obligé de le mettre tout simplement. Un des 2 meilleurs joueurs de l'histoire, vous faites votre avis chacun. On va pas prendre ce débat en live, on va pas se lancer là-dessus. Mais voilà, donc Cristiano, en attaquant gauche tout simplement, il n'y a même pas d'autre chose à dire, quoi. Sous Mourinho à l'Inter au Real, pardon, il était à son niveau, donc voilà, c'est Cristiano, on le connaît. Voilà, il n'y a pas de débat sur là aussi, c'était un joueur que j'avais déjà mis d'entrée, Ronaldo voilà. à gauche. Donc, moi je propose qu'on garde le buteur pour la fin parce que ça risque de faire parler le buteur. Ouais, le buteur. Donc on va passer par l'attaquant droit. Bon, c'est pas un attaquant droit, c'est un attaquant gauche, mais à gauche j'avais déjà Ronaldo. J'ai mis Eden Hazard. Parce qu'il fallait coller un joueur de Chelsea de 2015 à 2015. Tout simplement. Et pour moi, c'est le joueur qui m'a marqué sur ce passage-là de Mourinho. Ouais. Je crois que cette année-là, je sais pas s'il gagne pas le joueur de la saison. Si, c'est lui qui gagne le joueur de la saison. J'avais regardé un peu ses stats. Je crois qu'il a plus de 10 buts et 10 passes D au moins. Ça faisait quoi, 2-3 ans qu'il était déjà à Chelsea, c'est vraiment là où il a explosé. C'est sa saison référence à Chelsea en fait. C'est incroyable. C'est là qu'il a commencé vraiment à être un leader, le leader technique de l'équipe et tout pour moi. 2014-2015, c'est 14 buts et 9 passes D en championnat. Et en Ligue des Champions, c'est 3 buts, 2 passes D. Donc voilà, Eden Hazard, c'était le meilleur joueur de Chelsea. J'avais hésité en mettant 4 milieux centraux, moi à peu près, en rajoutant Fabregas au milieu. Ah, Fabregas, c'est vrai. Parce que aussi, je crois qu'il atteint les 17 passes D.
les 17 passes D lors de la saison 2014-2015, c'est un peu le maître à jouer le métronome de Chelsea. J'avais hésité avec lui. Et dans ces cas-là, je serais parti sur un 4-2-2-2 du coup, en mettant Lampard et Schneider en milieu offensif. Mais voilà, finalement, j'ai choisi Hazard parce qu'il était vraiment marquant à cette époque. C'est sa saison référence, je pense, de toute sa carrière. Quand je pense à Chelsea, là, c'est Hazard. Après, il y avait toujours Terry et Lampard. Bon, ils sont moins bons, ils sont plus vieux, etc. Et de toute façon, on les avait déjà mis sur. C'était les cadres de l'équipe, mais celui qui a vraiment fait la différence, c'était Hazard. Il était là dans les grands rendez-vous, dans les gros matchs, il marquait, donc il n'y a pas d'autre choix que ça. Et le buteur, je pense que ça va faire un débat. Ouais, mais là, je vois qu'on a pareil, du coup. Je pense que les gens ont hésité entre deux. Il y avait Drogba. Et nous, on a choisi Milito à la place. Ouais, Diego Milito. Milito, pourquoi moi, tout simplement, c'est parce que c'était le joueur décisif de l'Inter Milan en 2009-2010. Il n'y a pas de meilleur argument que son doublé en finale Ligue des Champions. En plus, c'est des buts qui sont pas faciles à mettre. Enfin, c'est pas des tapines, quoi. Il se débrouille tout seul. Et il y a un premier, je crois que c'est un 1-2 avec Schneider. Andreas. T'inquiète, Andreas, on t'invite après pour que tu viennes nous montrer ton 11 comme prévu. Eto'o, moi j'aurais pas. Eto'o, je l'ai pas mis parce que à l'Inter, il était moins important que Milito. Et en plus, il jouait sur le côté. Il jouait à gauche ou à droite. Donc, et le 9 référence à l'Inter, c'était Milito. Donc, moi, j'aurais mis Milito ou Drogba à la limite. Enfin, Eto'o, j'aurais mis sur un côté, mais le problème, c'est qu'il fallait caler un joueur de Chelsea. Du coup, j'ai mis Hazard. Mais du coup, si t'as Milito, ça risque d'avoir des différences avec notre 11. Ça va être intéressant, Andreas. Mais voilà, Milito aussi, il marque en finale de la Coupe d'Italie. Et en plus, c'est lui qui marque le but qui scelle le titre pour l'Inter. Donc, il est décisif pour le triplé, donc, tout simplement. Donc voilà, Diego Milito, pour moi, et sur cette saison-là, je crois qu'il fait 52 matchs, 30 buts et 6 passes D. Voilà. Donc quand même, les stats sont quand même bonnes pour un buteur. Enfin, pour un buteur. On est sûr qu'on est habitué par certains à d'autres standards, là. Par les Messi, Ronaldo, Lewandowski, etc. Mais non, vraiment bon. Je crois que c'est le meilleur passage de sa carrière aussi à Milito à ce moment-là. Oui, ah oui, c'est sa meilleure saison. Il est attaquant de l'année nommé attaquant de l'année par l'UEFA. Il est joueur de la Serie A de l'année en plus. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais là, je pense qu'on a une équipe, donc je la redis. Hein. Donc en plus, on a la même, tout simplement, sans se concerter. Donc David De Gea au goal, Maicon à droite, Terry et Carvalho en centrale, Marcelo à gauche, Xabi Alonso et Frank Lampard en milieu centraux. Wesley Schneider en 10, Hazard à droite, Cristiano Ronaldo en attaque en gauche et Milito en pointe. Je pense qu'on a une équipe qui gagne la Ligue des Champions là. On avait prévu de vous faire à la fin du live de mettre les deux 11 sur les réseaux pour vous votiez pour le meilleur 11, mais bon, vu qu'on a le même, ça va être possible. On fera peut-être ça avec le 11 de Andreas du coup. Ouais. D'ailleurs, Andreas, si tu veux venir, je sais pas comment on fait pour inviter les gens. Tu passes une demande, je crois. Je suis pas sûr comment ça marche. Non. Si, Andreas, on peut lui envoyer une demande. Ok. Donc il vient de présenter son 11, les différences. On en discute. Ah, il est là. Alors les gars, comment ça va? Ça et toi? Ça va, j'ai écouté un peu, on a pas mal de joueurs en commun les gars. Dis-nous ce que tu as de différent surtout. Alors les différences, moi j'ai préféré Pépé dans l'axe que Terry. Parce que malgré qu'il fait pas mal de fautes, je trouve que c'est un super défenseur Pépé. Non, ça, il n'y a pas de débat sur ça, mais ouais. C'est vrai que mais moi, dans mon optique, j'avais vraiment. Quand je pense à Mourinho et les défenseurs centraux, c'était vraiment Terry Carvalho pour moi. Pépé, je l'avais mis dans ma liste aussi. Pépé et Ramos, même Pépé plus que Ramos, mais ça se discute aussi. Moi, je ne l'avais pas dans ma liste, j'avais plus. Un autre centro, j'avais plus pensé à Lucio. Tu sais, pour sa saison 2009-2010. Ouais, moi aussi, j'ai pensé aussi, mais. Ouais. J'ai hésité avec lui, mais finalement, je préférais Terry Carvalho en centrale. Ah, mais si t'as mis Pépé en centrale, ça veut dire que tu vas avoir d'autres différences. Au niveau des joueurs. Bon, les arrières latéraux, j'ai mis comme vous. Ouais, Marcelo. Ouais. En même temps, il n'y avait pas un choix de fou. Ouais. Il n'y avait pas un choix de fou. T'as mis qui en gardien? T'as mis De Gea aussi? Un gardien, ouais. J'ai hésité avec Petr Cech, mais bon, De Gea, c'était quand même costaud. Mais Cech aussi. Ah, on est d'accord. Après, j'ai mis 3 milieux centraux, 3 MC. J'ai mis Schneider, Deco, Lampard. Ouais, pas mal ça. C'est pas mal aussi. Pareil, 3 buteurs, CR7, Hazard et Eto'o en pointe. Parce qu'Eto'o, il était trop sous-coté à l'époque, c'était abusé. Il aurait peut-être mérité même un ballon d'or passé un moment. Ouais, c'est vrai, mais pour moi, c'était plus sur sa saison avec Barcelone, 2008-2009, la saison juste avant, qui méritait le ballon d'or. Après, à l'Inter, il était plus restreint vu que Mourinho défendait beaucoup.
À ce moment-là, il fait le back-to-back en plus avec des champions. Ouais. Il fait 2008-2009 avec. Je crois que c'est le seul joueur de l'histoire à faire le back-to-back avec 2 clubs différents en plus. Donc, ouais. Non, ça se discute. Le Barça avait été perdant en échange avec Ibra. Par contre, tes 3 milieux, c'est offensif quand même. Ouais, après, tu as vu la tactique et tout, j'ai pas trop regardé. Fais attention, ça va prendre l'eau en match. Hein, parce que... Là, t'as mis des buts, mais t'en prends avec ce compo aussi. Ouais. Faut en mettre 4 par match là pour gagner. Ouais. Non, mais en vrai, à niveau pur, je suis d'accord avec toi que Eto'o est au-dessus de Milito sinon. Mais là, je parlais. Ouais, Milito, c'est que cette époque-là, cette saison-là. Ah oui, c'est ça. Tu vois, lui. Sinon, après, ce qu'on a dit, on juge sur le passage de Mourinho. Tu vois, sur le passage de Mourinho, pour moi, c'est Milito. Après, sur la carrière, il n'y a pas de débat. C'est Eto'o en 9 sur ce 11 avec Mourinho. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, si on avait fait vraiment un 11, vraiment sans se mettre de critères, il y aurait eu des trucs différents, tu vois. C'est ça. Déjà, moi, j'aurais mis Setch en gardien déjà. Pas derrière. Même si j'aime bien derrière. C'est vrai, Setch, je le trouve meilleur que. Je le trouvais meilleur que déjà. Ouais, mais après, de race, parce qu'on était obligé de mettre un joueur de United de toute façon. Donc, ouais, c'est pour ça. Pareil. Et que le choix à United, c'est pas ouf. Hein. C'était vraiment lui ou pas quasiment. C'est ça. Donc, ouais, du coup, pareil, on est parti sur De Gea. Après, ouais, il fait quand même une saison exceptionnelle. C'est pas non plus un choix pourri, tu vois. Genre, c'est pas n'importe quoi, mais ouais, c'est sûr que c'est en dessous de Sedge de l'époque. Ouais, on a quelques différences, mais non, c'est bien, c'est de beaux 11. Je sais pas lequel gagne leur match. Je sais pas. Non, on mettra ton 11. On mettra ton 11 avec le nôtre. On va voir ce que les gens préfèrent. S'ils préfèrent ta tactique plus offensive. Mais après, ouais, j'ai pas trop regardé la tactique. Et franchement, j'ai déconné. J'aurais dû peut-être un peu plus. J'aurais dû peut-être un peu plus regarder parce que là, ouais, je me suis créé en première ligue un dimanche après-midi. Ça va jouer à Sunderland. Ouais, c'est ça. Un bon vieux match du Memphis sur une pelouse bien trempée. Du nord de l'Angleterre. À Stoke City. Ah, c'est clair. Au Liberty Stadium, frère, un jeudi soir, sous la neige. Non, c'est beau. Après, ouais, je pense. Après, il y aurait quelques différences si on n'avait pas de critères, mais il n'y aurait pas non plus tant de différences que ça, je pense. Non, moi, les différences, ça serait le gardien pour moi. Le gardien, j'aurais peut-être pas mis Hazard, du coup, certainement. Ouais. J'aurais remplacé, je sais pas, par Eto'o sur le côté, vu qu'il est sur le côté avec lui. Peut-être. Et après, au milieu, je sais pas si j'aurais changé de temps, par contre. Peut-être pas. Si peut-être Chadel en dessous, j'aurais peut-être changé. Je pense que c'est le seul que j'aurais changé dessus. Ouais. Et après, si tu ferais 11 vraiment pour être viable pour un match de foot, ça apporte plus de stabilité que si tu mets Deco et Schneider, par exemple. Là, c'est un 11 là où il faut avoir le ballon, quoi. Sinon... c'est ça. Mais vas-y, si vous voulez, les gars, on avance au prochain débat. Tu veux rester avec nous pour le prochain sujet? Allez, si vous voulez. Pas de soucis. Ouais, du coup, pour ce sujet, on a voulu regarder les pépites dans différents sports. Du coup, avec Ignace, on a chacun fait une liste de 5 athlètes. 5 athlètes dont on pense qu'ils vont marquer leur sport dans les années à venir. C'est pas forcément que du foot, il y a plusieurs sports différents, etc. Vous allez voir. Là, par contre, je pense qu'on a quasiment 5 athlètes différents. Ouais, là, je pense. Et après, si tu en as un ou deux, ou si tu as des questions, etc., tu nous le dis. De toute façon, c'est des prévisions, donc c'est au goût de chacun. Après. Ouais, après, c'est pas parce qu'on en parle qu'ils vont faire une grosse carrière ou quoi. Tu vois. Moi, je te laisse commencer. On en fait un chacun? Vas-y. Moi, je commence ou... Ouais, vas-y, je te laisse commencer. Mais du coup, moi, je vais commencer avec un sport du football. Je vais parler de Mason Greenwood. Logique, j'étais obligé. C'était sûr. Donc, le 9 de Manchester United, pour moi, c'est la copie parfaite de Van Persie. Il a la tête sur les épaules, il est solide. Il a déjà marqué 12 buts en pro avec United. En plus, certains décisifs. Donc, pour moi, c'est un bon joueur. Je pense qu'il a les deux pieds. En plus, c'est important dans le football moderne d'être ambidextre. Et, il a 18 ans. Pour moi, c'est vraiment le futur au poste de neuf. Peut-être le futur prochain meilleur neuf du monde même. Voilà, j'ai un peu flex, mais pour l'avoir vu jouer en vrai, c'est vrai que c'est quand même, pour son âge, c'est quand même assez impressionnant. Il y a juste un peu de déchets de temps en temps. C'est normal à son âge. C'est ça. Mais c'est vraiment très propre. Finition, tout ça, c'est... Non, s'il continue, s'il est bien entouré de ça peut... En plus, il est capable de tirer les pénaltys, les coups francs des deux pieds. Donc, les gardiens, ils peuvent même pas se préparer à sa façon de tirer. Ça, je ne savais pas, par contre. Je sais pas ce que tu en penses, Andreas. Tu suis un peu de joueur.
Franchement, je vais pas te mentir, la première ligue, ça fait un certain temps que j'ai pas bien regardé. Donc Ouais. j'en ai entendu parler de lui. Mais Je après, préfère j'ai pas regarder regardé de match, Dynamo j'ai Zagreb. pas vu jouer vraiment pour juger, tu vois. Ouais. Bah après, franchement, pour moi, c'est vraiment un futur très grand. Mais dans ses mimiques et tout, c'est Van Persie copier-coller. Il a un bon physique. Pour moi, c'est vraiment le futur. Non, c'est Il pas... est quoi comme origine? Britannique, j'imagine, mais Ouais. quel pays? Il est anglais. Ouais, mais c'est quoi son origine? Il y a notre Ah, origine, là. origine? Ouais. Et je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Ouais. Ce que je Vas-y. sais, c'est qu'il est dans la banlieue de Manchester, que c'est un vrai mancunien. Voilà. Ouais, c'est une question peut-être un peu con, mais au-dessus de Rashford, non? Tu le vois dans le futur? Au niveau. En potentiel, pour moi, il est au-dessus de Rashford. En potentiel, il est plus intelligent dans le jeu que Rashford. Après, il faut voir l'évolution des deux joueurs, mais en talent pur, il est au-dessus pour moi. Parce que quand on parle, c'est quand même le même phénomène que Rashford, mais genre 3 ans, 4 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, Rashford, avant qu'il joue en pro, on n'en entendait pas parler. Ouais, c'est différent. Alors que Un peu juste de nulle part. lui, déjà l'année dernière, quand il était à l'académie, tout le monde, tous les fans de Manchester attendaient juste qu'il monte en équipe première. Mm. Tous, on attendait qu'il vienne. Donc, il y a plus de bruit autour de lui, il y a plus d'attentes. Après, ça veut dire plus de pression pour lui aussi. Donc, on va voir. Mais pour moi, voilà. Non, c'est pas mal. Bah, moi, j'ai commencé par le mieux. J'ai pris un footballeur. J'étais un peu pris par la hype en ce moment-là, surtout qu'il y a la reprise de la Bundesliga et qu'on voit que le championnat. Moi, je parle de Kai Havertz. Ça fait 2 saisons maintenant là qu'il est très impressionnant avec le Bayer Leverkusen. Il est déjà courtisé par les plus grands et tout, donc j'étais impressionné. Moi, je ne l'ai pas découvert là, mais comme il n'y a que la Bundesliga, t'en entends encore plus parler, vraiment, parce qu'il n'y a que ce championnat, donc c'est vraiment, on se concentre sur ça et vraiment il explose. Mais je crois qu'il a marqué, 4 buts sur les 2 premiers matchs de la reprise. Ouais, c'est ça. Ah. Il a 10 buts cette saison en championnat. Avant que hier ils perdent, ils prennent une tôle, ils ont pris 4 je crois hier. Voilà, Non, Puis il peut jouer buteur, milieu offensif. Il a déjà Ouais. joué buteur, donc non, c'est vraiment un bon joueur. C'est le leader du Bayer Leverkusen, alors qu'il a que 20 ans, c'est un peu fou. C'est le plus jeune buteur de leur histoire en plus. Ouais. Il joue 10 ou buteur? Il est 10 de base, mais il a déjà joué buteur. Mais là, sur les 2 premiers matchs de Bundesliga, il a joué buteur. Ouais. Mais de formation, il est 10. 10 où il peut jouer un peu lié, j'ai vu aussi. Ouais. Donc, non, c'est pas mal au niveau des stats. Voilà. Tout, Il a 7 sélections déjà en équipe d'Allemagne pour un but. Non, franchement, en plus, il est composé par plein de clubs. Il y a les 2 Manchester, il y a Chelsea, il y a le Bayern, Liverpool, t'as le Real qui sont sur lui et tout, donc il risque de bouger. Non, ça va. Ouais. Moi, je pense que c'est un futur grand. Donc, voilà. Allez, tu me Voilà. proposes ton deuxième? Vas-y, si Andreas, t'en as pas à nous dire? Moi, franchement, si je devais en citer un, ça serait Daniel Olmo qu'on a eu à Zagreb. Parce que Ouais, je m'y franchement, attendais. Venant de toi, je m'y attendais. chaud de ouf. Non, mais en plus, il est espagnol. Hein. C'est un Ouais, non, espagnol. mais je sais, mais Vraiment, comme il a joué à Zagreb. il est vraiment, ouais. vraiment bon. Genre, de ce qu'on a vu de ce qu'on a vu en championnat, de ce qu'on a vu sur la scène européenne, il portait l'équipe et tout, lui tout seul. Et Ouais. bon, maintenant, il n'a pas trop de temps de jeu. Je regarde un peu à Leipzig, il joue pas trop. Ouais, Mais ça joue franchement, pas trop, c'est j'espère qu'il dommage. aura un peu plus de temps. Mais je sais Après, pas si vous Leipzig, l'avez ça vu, fait jouer des jeunes, donc je vous pense avez vu un peu qu'il ce aura sa match. chance. Franchement, il y a quelque chose. Non, mais Ouais. il est arrivé là, non? Il est pas arrivé en décembre? Il est arrivé en janvier. Donc, sauf En que janvier. du coup, avec le coronavirus, ça lui a bloqué directement. Je vois, il a que 7 matchs pour l'instant. Ouais. Non, après, c'est vrai que c'est vraiment un bon joueur. En plus, il est formé au Barça en plus. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, il a vraiment une bonne patte et tout. Non, mais à Leipzig, il va avoir sa chance. Il aime bien faire jouer les jeunes et tout. Il va avoir sa Je chance. pense qu'il aura sa chance à un moment. Ouais. Non, c'est plutôt Donc, cool. ouais, non, mais c'est vrai que Après, j'en ai Daniel d'autres en Olmo, tête, mais franchement, c'est le seul que vraiment j'ai de jeunes que j'ai bien suivi. Après, bon, il y avait Kamavinga, il y en avait d'autres à citer. Ouais. Mais ouais. Non, mais après aussi, c'est par rapport au goût. Hein. Moi, quand je parle de Greenwood, c'est parce que voilà, j'aime le joueur. Tu vois, ça veut pas dire que c'est le meilleur forcément jeune. Tu vois. Là, on dit par ouais. rapport à nos goûts et ce que nous, on espère hein, aussi. Puis, forcément, ceux qui sont bons à cette époque-là, ça se trouve dans 2-3 ans, on les aura oubliés et tout. Hein, donc, Ouais, c'est ça. on sait jamais. Ouais, Non, mais c'est ça. On a vu des cracks comme ça, là, des mecs comme Boyan et tout, Ouais. qui disparaissent. Bon, je te laisse faire ton deuxième. Vas-y, mais je vais continuer dans le football aussi. Je vais parler de Alphonso Davies. Je pense que là, on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est un monstre. Il a fait, je crois que c'est la semaine dernière, il a fait une grosse passe décisive Ah, Müller, ouais. pour Müller. Non, son match référence pour moi, c'est face à Chelsea.
match, je crois que c'est match aller. Le Match aller. huitième de finale. Ouais, huitième Ils n'ont de pas fait le finale. retour de toute façon. Ouais. Pas fait le retour. Donc il y a certains qui ont eu le retour, mais pas lui. Euh, Mais ouais, non, pour moi, c'est vraiment un futur grand. Fratello. Je connais pas du tout Fratello. Tu connais? Non. Ah, c'est un collègue à De quel moi. sport? C'est du foot? C'est un collègue à moi. Ah. Je crois qu'il nous parlait d'un joueur, moi. Non, mais ouais, pour moi, Alphonso Davies, c'est le futur meilleur défenseur gauche du monde. Il est vraiment solide. En plus, il est déjà titulaire au Bayern. Il est venu prendre la place d'Alaba qui Après, Alaba, il replace surtout en défense centrale. Même. Ouais, mais il joue moins quand même. Donc, c'est plus Julio Hernandez Vu la pointe de vitesse centrale. c'était incroyable. J'espère qu'il ne s'arrêtera pas comme Alaba, quoi, qu'il va continuer à progresser. Il a vraiment une grosse vitesse. C'est impressionnant à voir. Donc, voilà, après, c'est mon choix. Ouais, moi, j'ai pas pris du foot, là, j'ai pris un joueur de tennis. Félix Auger-Aliassime, un joueur de tennis canadien qui est, maintenant, ça fait 3 ans, il est sur le circuit en ATP. Il a 20 ans, 19 ans encore. C'est un futur grand, il est déjà 20e mondial. Il n'a pas encore gagné de titre, je crois qu'il a 5 finales perdues, mais bon, à chaque fois, il est pas face à des très bons adversaires. Et franchement, pour moi, c'est l'un des futurs. Après, j'aurais pu parler par exemple de Stefano Tsitsipas et Zverev, qui sont un peu plus vieux, qui ont 22 et 23 ans. Mais je dis qu'ils sont un peu plus vieux quand même, je préfère parler de lui, on ne sait jamais. Je pense qu'il aura peut-être la même trajectoire qu'eux. Il a bientôt 20 ans, à mon avis. Là, il avait des bonnes bases sur cette saison-là, avant qu'il y ait le coronavirus, donc je pense qu'il va pas tarder à exploser. Capable. Il a déjà 2 victoires face à des top 10, 2 victoires face à Tsitsipas. Il manque encore un peu de régularité, mais pour moi, ça va venir et il va être bien. Vas-y. Voilà. Andras, t'as quelqu'un d'autre à nous présenter? Non, franchement, niveau tennis, j'y avais pas pensé, mais je le connaissais pas, celui que tu as dit, le Canadien. Là. Tu m'apprends un truc, hein, c'est bien, on apprend des trucs d'un seul coup. C'est bien, c'est bien. Bon, Pas lâcher, continuez, les gars. Vas-y, Gus. Vous avez l'air d'avoir une bonne culture, un sport, c'est pas mal. Ouais, en plus, du coup, tu sais, comme on fait des recherches, ça améliore notre culture, c'est bien. Ça va être bien. Salut Lucie. Du coup, vas-y, moi je vais continuer dans le rugby. Donc, je crois qu'Andreas, tu ne suis pas trop, mais voilà, je vais parler d'un Gallois, Louis Riz-Zamit, un ailier qui a 19 ans. Il devait jouer aux 6 Nations là, cet hiver, mais finalement, il a été blessé en Coupe d'Europe juste avant. Pour moi, c'est vraiment un futur grand. Je crois voilà, j'ai les stats là. Il a inscrit 12 essais en 15 matchs avec Gloucester, son club anglais. En Coupe d'Europe, je crois que c'est 5 essais en 6 matchs ou quelque chose comme ça. C'est vraiment solide. Il fait 1,90 pour 88 kilos, donc c'est les gabarits des ailiers actuels. Un beau bébé, quoi. Très grand, très physique. Alors là, il est bon, il est aussi technique, il est bon de ses mains, il est très bon décroché très solide. Pour moi, ouais, c'est vraiment un des futurs meilleurs ailiers du monde, je pense. Donc voilà, j'attends beaucoup de lui. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ouais, vas-y, j'enchaîne. Alors moi j'ai Sabrina Ionescu, c'est une basketteuse américaine. Bon, ceux qui ne sont pas trop initiés au basket, elle sort juste de l'université. Elle vient d'être choisie en première position par les New York Liberty, donc une franchise de WNBA, la NBA pour les femmes. Donc elle a été first pick et elle a de nombreux records hommes et femmes confondus en college basketball. Elle a le plus grand nombre de triple-double, je crois. Mon frérot, désolé de t'avoir coupé, mon frérot qui est passé. T'inquiète, écoute, pas de soucis, t'inquiète. Écoute. T'inquiète, pas de soucis. Et ouais, non, je crois que c'est la première joueuse aussi en college basketball à avoir 2000 points, 1000 passes D et 1000 rebonds. Donc vraiment. Bon, après, c'est un sport pas très suivi, le basket féminin, mais moi j'aimais bien le personnage, je connaissais un peu, donc je voulais en parler. Vas-y, une découverte en plus, pour ma part, je connaissais pas du tout. Non plus, moi, t'avoue, je sais pas du tout ça. Là, je continue. Moi, je partais dans la boxe. Donc, j'hésitais entre deux Américains. Donc, c'était entre Ryan Garcia et Devin Haney. C'est 2 mecs qui sont très jeunes. Je crois qu'ils ont tous les deux 21 ans ou peut-être 20 ans pour Ryan Garcia. Non, 21 ans, pardon. Donc, voilà. C'est toi, le connaître qui fait des c'est l'anglaise. Boxe anglaise. Il frappe très vite dans un sac. Voilà. Donc, voilà, les deux sont les vaincus. Donc, Devin Haney, c'est 24 combats, 15 KO, 0 défaite. Et Ryan Garcia, c'est 21 combats, 21 victoires. Je crois que c'est 17 ou 18 KO.
Les deux sont un peu rivaux. Ça parlait de s'affronter d'ailleurs prochainement. Il faut savoir que dans leur carrière amateur, Henny a battu 2 fois Garcia. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai un peu plus d'espoir en Henny, mais ça se joue un peu parce qu'après en boxe, ça peut très vite évoluer, notamment avec l'âge. En fonction de l'expérience, ça change du tout au tout. Donc voilà, je voulais présenter ces deux jeunes boxeurs. C'est vrai qu'en boxe, on parle rarement des jeunes parce que souvent les boxeurs atteignent leur pic à 30 ans au moins. Donc voilà, et Devin Haney et Ryan Garcia, pour moi, c'est un peu le futur de la catégorie lightweight en boxe. Ouais, pas mal, pas mal. Alors moi, je voulais placer un Français dans tout ça. Un truc connu. Je suis encore du basket. Il s'appelle Killian Hayes. C'est un jeune franco-américain. Son père, il est américain. Et du coup, à l'heure actuelle, il joue en Allemagne. Et cette année, si tout se passe bien, il va être drafté du coup au NBA. Et il est attendu très très haut, comme les Tony Parker et Frank Tilikina il n'y a pas longtemps. Il est attendu dans le top 10 des picks. C'est un très bon meneur. Et tous les scouts américains sont venus le voir en Europe jouer de ça. Il est assez impressionnant. Du coup, me tarde de voir ce qu'il va donner en NBA. Qui ne floppe pas trop comme le dernier Français drafté aussi haut. Quoi. Très sympa. Ouais, mais vas-y, je continue. Ouais, il nous en reste un chacun, je crois. Ouais, moi j'hésitais soit encore à parler de rugby, mais je pense que je vais parler d'une tennis woman. On a la même idée. Mais je vais parler de Cory Goff, l'américaine, 16 ans. Coco. Déjà assez incroyable. Elle est 42e mondiale, je crois, actuellement. Voilà, c'est. Déjà. À 16 ans, quoi, elle n'a même pas fini sa croissance ou tout juste. C'est assez fou. Voilà. Déjà 8e de finale à l'Open d'Australie, à Wimbledon, 16e de finale à l'US Open. Ouais, c'est l'année dernière à Wimbledon qu'elle se fait découvrir par tout le monde. Ouais, je crois. Elle sort de très bonnes joueuses, elle sort des têtes de série. Et je sais plus je sais pas si elle perd contre qui elle perd en 8e. Je sais pas si elle perd par contre Alep. Je sais qu'elle. Dans mes notes, j'avais écrit, elle a gagné un tournoi de WTA face à Ostapenko. Donc Ostapenko qui est quand même pas n'importe qui. Surtout non, le problème du tennis féminin, c'est que à part les toutes meilleures, comme Serena Williams, etc., elles ont souvent un pic qui dure genre 1-2 ans quoi. La plupart du temps, il y en a, tu l'entends, je sais pas, j'ai un exemple d'une fille qui avait fait finale à Roland Garros et après elle est descendue 300e mondiale, on n'a plus entendu parler ni rien. Sarah Errani, c'était. C'est vraiment. C'est le seul problème, je trouve, au tennis féminin, c'est que c'est vraiment, tu peux pas te fier, genre d'un mois à l'autre, t'as les joueuses, elles perdent 100 places, elles disparaissent de la circulation et tout, c'est un peu. C'est vrai. Donc voilà, mais après, si elle arrive à être régulière, ça peut vraiment devenir une très grande. Elle a un bon physique et elle tient. Surtout, elle a un bon entourage, elle a un très bon entourage, tout l'entourage de son père, etc. Ils ont l'air de bien la cadrer et tout, donc ça peut être très intéressant. Surtout que j'imagine qu'elle veut suivre un peu le chemin, on va dire, de Serena Williams et des sœurs Williams. Donc elle va essayer de tout faire, je pense, pour. Mais elle a quand même commencé sa carrière pro à 15 ans et 8 jours. C'est quasiment le même âge que Serena Williams quand elle commence, non je sais pas, mais c'est vrai qu'elle a commencé très jeune, Serena, mais j'ai pas la. Après, c'est un peu plus fréquent chez les femmes. Les joueuses, elles commencent plus tôt, souvent, il y en a plein qui commencent à 16, 17 ans. C'est comme ça, c'est plus jeune que les hommes qui souvent arrivent plus tard à maturité et qui arrivent à sortir des tournois annexes, on va dire. Donc, mais non, moi j'ai des grands espoirs en elle quand même. Ouais, je pense que si elle continue comme ça, si elle arrive à être régulière, parce que c'est vraiment ça, comme on le dit, là, le problème des joueuses féminines, ça peut devenir vraiment une très grande et avoir un bon palmarès pour reprendre le flambeau un peu de Serena qui commence à vieillir, mine de rien. Ostapenko, là, dont tu parlais, elle a gagné. Je pense pas qu'elle a gagné, mais. Je sais pas si elle a gagné. Mais elle n'a pas gagné Roland Garros. Attends. Je crois qu'en plus, oui, Roland Garros. Je sais pas si elle a gagné. Voilà, elle a remporté Roland Garros en 2017 et depuis, on n'en entend plus trop parler. Quoi. Elle a fait l'année 2017 et après. Elle a meilleur classement. Non, 5e meilleur classement. Et là, à l'heure actuelle, elle est combien? Je sais plus combien elle est, mais bon, elle a descendu. Quoi. C'est vraiment ça chez les femmes, c'est le problème souvent. Donc voilà. Moi, j'ai passé à mon dernier aussi. Moi, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais me faire un peu incendier. Je parlais de cyclisme. Genre, ne suivent pas trop, hein, en général. On sait les préavis qu'il y a dessus. Hein. C'est ce que j'en pense, tout ça. Alors, moi, je parlais d'un petit Colombien qui s'appelle Sergio Higuita. Ça fait depuis l'année dernière que je le suis un peu. Il est très jeune, il a quoi, 22 ans. C'est assez jeune pour le cyclisme. Parce que souvent, on parle en cyclisme, les coureurs arrivent en pro souvent vers 23, 24. Des fois un peu plus tôt quand c'est vraiment des cas précoces. Lui, il a un physique très atypique. Il fait 1m63 et 54 kg. Donc ça veut dire le mec sur un vélo, t'as l'impression d'avoir un enfant. Et c'est sa deuxième saison en pro, il a déjà gagné
une étape sur le Tour d'Espagne l'année dernière, sur son premier grand tour. Il fait deuxième là, avant le coronavirus, le lockdown, il fait troisième sur Paris-Nice, etc. Non, c'est vraiment impressionnant, j'aime beaucoup le coureur. Il va. Bon, personne ne suit le cyclisme, tout le monde s'en fout, mais. Là, j'ai pas d'avis, Moi, à part le Tour de France et Christopher Froome. J'ai des grands espoirs en lui. Voilà. Ouais, c'est pas mal, on a fait le tour du coup de nos... Si t'as quelque chose à rajouter, Andreas, vas-y. Non, franchement, les gars, j'apprends là. J'ai pas grand chose à vous apprendre sur tout ça, mais j'apprends plutôt. Non, franchement, je regarde pas. Même le Tour de France, je regarde pas trop. Ça me. Je sais pas. Le problème des gens, c'est les gens, la plupart, ils connaissent pas. Comme nous en France, ils connaissent que le Tour de France, quoi. Les gens, tu leur parles, ils disent, il y a que le Tour de France, quoi, le cyclisme. Mais les gars, ils se préparent toute l'année pour le Tour de France, alors que pas du tout. C'est mal après. C'est parce que c'est le plus grand événement en cyclisme, etc. Ouais. Moi, je pense que si on a fini, on peut voir si certains ont des questions sur le podcast, sur l'organisation, quoi que ce soit, avant qu'on coupe le live, etc. Et sinon, Andreas, t'as pas un petit joueur croate, un futur. N'importe quoi, même du water polo, ce que tu veux. Moi, je vous dis, surveillez Tchale Tatsar à l'OM. Ah, là, 23 ans, il a fait une belle saison cette année. On va voir. On va être obligé de le vendre. L'OM va être obligé de le vendre. Ouais, c'est possible. Écoute, franchement, là, il y a des complications. Là. Il y a des complications au niveau de l'aspect financier. J'ai pas tout compris. Mais bon. Il y a un gros déficit, je crois. Il y a plus de 80 millions de déficit déjà. Donc, en plus, il y a l'entrée en Ligue des Champions l'année prochaine. Là, donc, il va falloir vendre en gros. Je pense bon, là, il y a Bounassar qui est sur le départ. Camara aussi sur le départ. Le problème, c'est que dès qu'il va y avoir une grosse offre pour un joueur, ils vont le laisser partir, quoi. Lui, il risque d'avoir Sanson aussi. Si on peut trouver un petit club anglais, là, un petit club de milieu de tableau qui le veut bien, là, un petit Wolverhampton. Mais c'est à cause de plusieurs années de. C'est mal géré, quoi. Le club est très mal géré depuis. Depuis avant Hérault et Macron, même quand c'était encore Dreyfus, tout ça. Ça a commencé à être très mal géré, quoi, avec Vincent Labrune et tout. Donc, on peut pas faire grand chose, quoi. Voilà. Ouais. Oui, on va le mettre sur YouTube. Là, on va le laisser là 24 heures et après on va le mettre aussi sur YouTube pour ceux qui l'ont loupé. Mais on le met en IGTV aussi. Et aussi en IGTV, du coup. Comme ça, vous pourrez le regarder si vous en avez envie. Mais ouais, du coup, la situation même, c'est un peu délicat parce que tu arrives en Ligue des Champions l'année prochaine et tu es obligé de vendre tes meilleurs joueurs, entre guillemets, qui ont de la valeur marchande parce que le club est très mal géré, quoi. Et ouais. Mais il y a bon, encore eu des problèmes là avec Zubi Zareta qui a été remercié, etc. Le coach qui a voulu partir et tout, finalement il reste. C'est un peu le bordel, quoi. Et lui, il a vraiment accroché à l'OM. Hein. C'est abusé comme il aime l'OM, l'entraîneur. C'est incroyable. C'est ça le truc des entraîneurs qui arrivent souvent voir des joueurs, c'est vraiment la ville, les supporters, etc. Ça te fait rester, quoi. Même si l'organisation est pourrie derrière avec un président très très incompétent. Ouais, parce que moi, je pensais vraiment qu'il allait partir, hein, parce que en général, il suit souvent Andoni Zubizarreta. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. En plus, il avait dit que s'il partait, il partait aussi, tu vois. Donc, mais ouais, bon. Après, c'est vrai qu'il y a toujours les entraîneurs, ils ont un truc spécial avec le club, parce que souvent, dès que ça commence un peu à gagner, directement les supporters, ils font tout pour montrer leur amour aux supporters, même aux joueurs quand ils sont bons, etc. Donc, on l'a vu avec Alvaro, là, qui n'est pas forcément un très bon joueur, mais bon, comme il se bat, machin, il est ouais, c'est ça. Parce que je discutais avec un collègue à moi, je disais par exemple, sans être chauvin, tu prends Tchale Tatsar et Alvaro, les deux sont bons, mais si Tchale Tatsar il fait une erreur, à la fin du match, ils vont le souligner, alors qu'Alvaro, vu qu'il a la grinta, tu prends 2-3 buts dans le match, tu en as 2 pour lui, mais ça le souligne pas, tu vois, en fin de match. Cette saison, il prend, je crois, 2 rouges importants dans des gros matchs et tout. Contre Nantes, on prend, souvent il y a des buts pour lui qui sont passés à travers, tu vois, qu'on ne souligne pas. Quand il se bat, il a la rage, ça plaît aux supporters. Ouais. Comme tous les 2 jours, il dit qu'il aime le club, il parle du club et tout. Forcément, les gens, ils aiment ça, quoi. Il sait comment se mettre les supporters dans la poche, quoi. C'est ça, c'est important, Marseille. Le plupart des temps, ils s'en foutent du niveau du joueur, quoi. C'est tant qu'il se donne, qu'il se bat pour le maillot, pour le club et qu'il aime le club, les gens, ils vont. Mais vous êtes pour Bordeaux, non? Ah non. Non, ouais. Moi, je dis en France, ouais, vite fait, mais tu vois, je suis pas beaucoup la France. Moi, je suis pour l'OM, moi. Mais tu es de Marseille, tu as des origines du coin ou c'est comme ça? Non, du tout, non. C'est quand j'ai commencé à regarder le foot. Directement, j'ai commencé. Je crois le premier match, j'ai regardé la Coupe du Monde 2006.
Et après, directement, j'ai commencé à regarder du foot et j'ai regardé Marseille directement. Je sais pas, à l'époque, il y avait encore Ribéry, il y avait Nasri, Niang. Donc, directement, j'ai aimé l'équipe. Et toi, tu n'es pas Voilà. pour Bordeaux, alors, Angus? Non, moi en vrai, Bordeaux, tu sais, je suis vite fait, tu vois. Je suis pour eux en France parce qu'il faut avoir un petit club, une petite référence. Mais en vrai, D'ailleurs, force aux supporters championnat bordelais. français, je suis pas, tu sais. Je suis à peine. Je regarde le match du dimanche soir et encore. Ouais, vraiment force aux supporters bordelais parce que ça ne va pas être facile parce que c'est encore pire qu'à Marseille, l'organisation, etc., la gérance du club, etc. C'est vraiment pas ouf, quoi. Ouais, Bordeaux, on pourrait faire un sujet sur ça, c'est une catastrophe. Une catastrophe à tous les niveaux, quoi. Là, cette année, heureusement qu'ils ont leur entraîneur qui les tient à flot parce que sinon, c'est encore une saison cauchemar, quoi. Mais pourtant, ça va, ils jouaient l'Europe, là, ces dernières années, quand même. Ouais, mais bon, Et là, ça fait c'est le 2-3 ans jour qu'ils jouent plus. Là, ils sont combien? Ils étaient combien? Ils ont fini, je crois, 13, 14, Ouais, un c'est truc du genre. catastrophique. De toute façon, la dernière saison où ils ont été bons, c'est quand il y avait Malcolm. Je me suis dit, voilà, c'est Ouais, bon. ouais. Je me De toute rappelle. façon, c'est un club, plus les années passent, moins il y a d'ambition, de toute façon. Donc, Il n'y a pas de sous, il n'y a dès rien. qu'il y a un bon joueur, rapidement, ils le vendent. Ça Mais ils ont construit fait une avec affaire avec Malcolm, non? Ouais, Malcolm, c'était bien. Mais après, vu les prix du marché, ils auraient pu vendre plus en vrai. C'est combien? 30 millions 30 millions, ouais. à la Roma? Donc, ouais, c'est pas mal. Et Issam qui est de retour. Ouais, et ouais, du coup, bah oui, ils auraient pu le vendre plus cher. Mais bon, après, souvent, le problème, c'est que quand les joueurs viennent comme ça de petits clubs un peu moins connus, il y a des clubs qui ont besoin d'argent, etc., qui veulent vendre. Ils ont plus tendance à se faire avoir, quoi. Alors que si tu dis que tu veux garder ton joueur, Ouais, les c'est clubs, sûr. ils vont plus avoir tendance à aligner de l'argent, quoi. Bah, de toute façon, c'est le problème de quasiment tous les clubs français. Ils ont besoin de vendre pour survivre. Le pire, c'est Lille, Monaco. Enfin, eux, c'est carrément C'est le business, là-bas. leur système économique. Ils reposent que sur ça, acheter des joueurs et le revendre une saison après, Ouais. 10 fois plus cher parfois. C'est dommage pour Lille, hein. D'accord? De quoi? Dommage pour Lille, parce que franchement, ils ont. Non, mais là, leur projet, Dommage, c'est c'était là, et Ouais, mais si ça arrive à garder leur joueur, si t'en Là, regardais faudrait qu'il- vraiment les résultats, franchement, ils jouent très bien, hein. ouais, c'est une bonne Même équipe en là, vrai, ouais. cette année, en Ligue des Champions, ils font pas grand-chose, mais je les ai regardés jouer, même en perdant, ils jouent super bien. Ouais, Issam qui parle de Rennes. Rennes, par contre, c'est très très bien géré, Rennes. Là, ça fait 3-4 ans qu'ils montent en puissance, c'est de mieux en mieux géré. Là, ils vont être en Ligue des Champions. Eux, justement, au contraire, ils font toujours des bonnes affaires sur le marché. Là, ils produisent des bons joueurs, là, comme Kamavinga et tout. Et il y avait Ousmane Dembélé il y a 3-4 ans. C'est leur business aussi, mais eux, ils essaient quand même de se développer à côté de ça, quoi. Surtout qu'ils ont un président qui est très très riche. Je crois que c'est le président le plus riche de la Ligue 1, quasiment. Ou le deuxième, c'est plus genre. C'est pas Bernard Oui. Arnault qui... C'est qui Bernard Arnault est pas propriétaire carrément de Rennes? Attends, je vais regarder ça. Je crois que c'est un truc comme ça, non? Je C'est le patron de LVMH, non? Je me rappelle plus du nom du propriétaire. Attends, je te cherche là. Siège. Hein. Bon, bref, je le trouve pas, mais bon, ouais, il est très riche en tout cas, le propriétaire. Et c'est bien géré. Voilà. Là, par contre, c'est vraiment l'exemple de. Même si t'es un club de Ligue 1 moyenne de base, tu peux faire quelque chose en te développant, en étant intelligent sur le marché des transferts, en essayant de développer tes jeunes, etc. Et pour moi, il y a Nice. Nice aussi qui peut être pas mal. Parce qu'il y a des sous maintenant avec Ouais, mais l'anglais. bon, ils font un peu n'importe quoi avec leur sous aussi. Non, mais franchement, c'est un des clubs les mieux gérés en France. Je pense que on peut compter sur eux pour les prochaines années. Quand tu vois, il y a 2 ans, je crois, qu'ils prennent Schneider. Ils jouent 5 Ouais, mais matchs c'était avec différent, ça, c'était avant le rachat, justement. C'est pour ça que depuis qu'il y a le rachat par l'anglais, c'est Là, je rapide. dis ils ont fait Dolberg, le jeune qui était à l'Ajax. Il a été plutôt bon avec eux cette saison. Ouais, c'est pour ça que là, je pense que depuis le rachat, ça peut être pas mal, Nice. Ouais, ça peut être pas mal. Après, il faudrait aussi qu'ils arrivent à attirer du supporter parce que quand tu vois, ils ont leur nouveau stade à la Landis Rivera, il y a jamais personne dedans. Même pour les grands matchs, il n'est pas plein, donc c'est un peu bizarre, quoi. Ouais. Bon, voilà, après. S'il y a des gens qui ont des questions par rapport au podcast, etc., avant qu'on arrête d'ici 5 minutes maximum, parce que ça va faire 1 heure le live et ça sent se coupe au bout d'1 heure. Donc si vous avez des questions, peu importe le sujet, etc., allez-y, on essaie d'y répondre. Sinon, on va arrêter là. Voilà. C'était plutôt sympa. Voilà, merci Andras d'être passé, d'être resté avec nous quasiment toute l'émission. C'était sympa de t'avoir. Merci à vous. C'était sympa, franchement, on a bien discuté, c'était sympa. Non, c'était cool, c'était le truc. On essaiera de réorganiser ce genre de live, peut-être pas pour le prochain épisode, mais pour essayer de se faire ça peut-être une fois par mois, du genre. Après, même Voilà, quand il y a des sujets. des gens sur nos émissions enregistrées aussi, ça. Ouais, ça, on y a peut être prévu pas ça, il faut.
On travaille sur ça, on essaie de travailler pour améliorer chaque C'est fois. comment, du coup, les gars, l'idée de faire ça? C'est moi qui te l'ai proposé. Ouais, c'est Antoine qui a parlé, il voulait faire un podcast, du coup j'ai dit que j'étais chaud, et puis après on a commencé direct, sans réfléchir en vrai. En 2-3 jours, on a fait ça. On a tout monté, le nom, le logo. On a demandé. D'ailleurs, merci à Issam pour le logo et la plupart de tous les graphiques, c'est lui qui les fait. Parce que tu vois, en vrai, on parle de ce qui nous plaît tout simplement, même si on s'en fout, tu vois, pour l'instant ça fait pas de vues, ça marche pas, tu vois. Mais en vrai, on parle de ce qui nous plaît, en plus on se cultive en faisant des recherches, et puis il y a quelques gens qui écoutent, tu vois, genre comme toi, tu vois, ça se voit que ça t'intéresse, donc c'est lourd en vrai. Ouais, ça fait plaisir pour les gens qui s'intéressent. On s'en fout, il ne va pas avoir trop de gens qui écoutent. Tant que ceux qui écoutent, ça les intéresse, etc., c'est le plus important pour nous. Et ouais, ben oui, après, on apprend aussi à se servir parce qu'on a dû regarder comment s'enregistrer, comment poster le podcast sur Spotify, sur YouTube. On commence à faire des montages, tu vois, donc en vrai, c'est toujours utile. On a eu un nombre de galères incroyables avec YouTube d'ailleurs. Le premier épisode, on a mis 2 jours à le poster, il ne voulait pas le poster, il y avait un bug, etc. On a dû reformater la vidéo et tout. La deuxième fois, pareil, il y avait encore des bugs, c'était vraiment chiant. Mais bon, ça va. C'est un peu de travail quand même, de temps de recherche et tout, mais c'est plutôt cool. C'est plus cool qu'autre chose. Après, on a la chance qu'on soit. Dès qu'on ait fini les cours et tout, on a plus de temps pour ça, parce que je sais pas si en pleine année scolaire, on aurait autant de temps pour faire ça. Il n'y aurait peut-être pas autant de qualité, on prendra peut-être pas autant de temps. On va voir l'année prochaine. Comment ça peut évoluer? Mais voilà, hein. Je pense qu'on arrive au bout. Ouais, on va vous remercier tous d'être passés, ceux qui sont passés, même ceux qui sont passés un peu. Merci André surtout merci d'être resté intervenu. Resté là pendant la majorité du live. Ouais, c'était avec plaisir, les gars. Ça fait plaisir, prends soin de toi. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau podcast. On vous tient au cours de la semaine, etc. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Ouais. Allez, vous aussi, les gars. Ciao. Ciao. Allez, ciao, les gars. Ciao.